Jérôme Fourquet, politologue, est notre invité. Bonsoir, Jérôme Fourquet. On a appris au milieu de cette émission que le jugement dans l'affaire en appel de Marine Le Pen serait rendu le 7 juillet. Est-ce que c'est un problème démocratique pour vous que des juges soient capables d'impacter la physionomie de l'élection présidentielle de 2027 ? Alors ça pose bien sûr toujours question, a fortiori quand on est sur le cas d'une candidate putative, qui est déjà parvenue à accéder 2 fois au second tour d'une présidentielle. Et qui est favorite aujourd'hui dans les sondages. Alors là où on peut nuancer un peu, c'est que comme la première décision est tombée il y a maintenant près d'1 an, la formation politique en question, le Rassemblement national, s'est mise en situation, ce qui n'était pas évident, de pouvoir proposer une alternative. Et ce que les enquêtes d'opinion montrent, c'est qu'aujourd'hui, Jordan Bardella, en termes d'intention de vote comme de cote de popularité, ferait jeu égal, voire parfois dans certains sondages, ferait un peu mieux que Marine Le Pen. Et donc, pour revenir à la question initiale qui était posée, ça se pose plus exactement dans les mêmes termes aujourd'hui, maintenant, que cette formation politique a potentiellement une alternative puissante et efficace pour concourir à la magistrature suprême. Néanmoins, il y a un sentiment d'écœurement qu'on peut entendre de la part des Français qui disent chaque sondage leur défiance vis-à-vis du monde politique. Est-ce que ça ne peut pas aggraver encore une fois cette défiance envers les élites d'aujourd'hui ? Alors, on peut penser que c'est d'abord l'électorat du Rassemblement national qui doit être en colère et être déstabilisé par cette décision de justice. Mais encore une fois, comme la décision initiale est tombée, la foudre est tombée maintenant il y a plus d'1 an, le choc a été encaissé. Et cet électorat-là, de toute façon, était, j'allais dire, structurellement assez anti-système. Pour ce qui est du reste du corps électoral, on voit effectivement l'enquête du Cevipof qui a été publiée récemment, que le niveau de défiance des Français vis-à-vis de la classe politique en général est sans commune mesure avec ce qu'on peut constater ailleurs. Alors il faut s'interroger sur les causes de cette spécificité. Quand vous dites ailleurs, c'est en Europe, hein, c'est ça ? Dans les autres pays européens. Dans les autres pays européens, ouais. Il faut revenir un petit peu en arrière et se rappeler l'enthousiasme et l'espoir qu'avait suscité la candidature puis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, autour d'une promesse de révolutionner, c'était le titre de son livre, Révolution, révolutionner les institutions, le paysage politique, dépasser le vieux clivage gauche-droite qui était présenté comme étant totalement sclérosé et sclérosant. Et nous sommes maintenant 9 ans plus tard, et beaucoup de Français, y compris parmi ceux qui avaient voté initialement pour lui, considèrent que le compte n'y est pas, que leur vie ne s'est pas améliorée, que l'état du pays n'a pas non plus évolué positivement. Et donc ce soufflet étant retombé, on est dans cette défiance qui est plus importante que jamais. Là, c'est les causes, j'allais dire, un peu anciennes maintenant, les causes plus conjoncturelles, plus récentes. On revient encore une fois à Emmanuel Macron. C'est la décision de dissoudre l'Assemblée nationale qui a plongé le pays dans l'immobilisme. Un immobilisme que les Français constatent tous les jours. Absence jusqu'à une période très récente du budget. Ça veut dire que dans le monde associatif, dans les collectivités locales, dans beaucoup de secteurs, tout ça était un peu au ralenti puisque il n'y avait pas la perfusion de l'argent public. Et ce sentiment d'une France qui était relativement à l'arrêt était d'autant plus perturbante et d'autant plus déstabilisante que les Français constataient tous les jours que la marche du monde s'était réenclenchée et que les changements géopolitiques, économiques étaient majeurs et que le pays lui restait à quai, voire s'enfoncer dans ses difficultés, déficits, niveau d'insécurité, mais également performance économique et éducative en berne. Encore une question, Jérôme Fourquet, avant de passer la parole à mes camarades. La nomination aujourd'hui d'Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics à la tête de la Cour des comptes, ça désigne pour vous le verrouillage de toutes les grandes institutions, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, peut-être Conseil d'État, Banque de France, de la part d'un Emmanuel Macron qui veut enjamber son départ de 2027 ?
Alors, peut-être souhaite-t-il enjamber puis placer des petits cailloux pour un hypothétique retour. Alors, ce ne serait pas le premier, quand même, si on veut être un peu objectif, à placer des proches ou des gens de sa sensibilité dans les principales institutions françaises. On rappelle aussi que nous sommes quelque part une république un peu monarchique, avec des milliers de postes qui sont à la main du président de la République pour les grandes institutions culturelles, pour les cours que vous avez évoqués. Et donc le président, le monarque républicain, bien, se sert de ce droit-là. Ce ne serait pas non plus le premier profil politique à siéger à la Cour des comptes. Elle remplace M. Moscovici, il y a eu Jox, il y a eu Séguin avant elle. Alors là, ce qui interroge, c'est qu'elle était au budget, qu'elle était encore relativement jeune, donc elle va pouvoir rester assez longtemps. Mais tout ça fait aussi suite à une polémique qui avait occupé une partie de l'actualité au moment de la nomination de Najat Vallaud-Belkacem à cette même institution, comme si pour un certain nombre de Français, il existait un certain nombre de sinécures ou de places qu'on pouvait occuper quand on avait... les faveurs du roi. Oui, soit les faveurs du roi, soit qu'on avait eu un parcours politique. Alors, Geoffroy Lejeune, une question à Jérôme Fourquet. Cher Jérôme Fourquet, moi je vous aime beaucoup parce que vous êtes politologue, mais vous êtes aussi un observateur de la société française, et avec des tas d'indicateurs, vous réussissez à nous montrer l'évolution de notre pays. Vous avez décrit il y a quelques années un archipel, c'est-à-dire une France qui était en fait en état de fragmentation, de division assez importante. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, la politique, l'élection présidentielle par exemple, a encore les moyens de ressouder les Français autour de quelque chose, ou est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop tard et que ça va être beaucoup plus compliqué que ça? Alors, je pense que quand j'ai parlé d'archipel, c'était pour, vous l'avez rappelé, souligner les éléments de fragmentation, mais dans un archipel, en général, on fait du commerce d'une île à une autre, il y a des navettes de bateaux, on parle la même langue, et donc il y a encore j'allais dire, des forces cohésives qui sont assez importantes. Ronan parlait dans sa fameuse formule du plébiscite de tous les jours, et quand Ronan écrit ça, il n'y avait pas tous les jours un plébiscite dans toutes les campagnes françaises pour se dire nous sommes français et vive la France. Pourquoi je dis ça? Parce que cet archipel a fait preuve à différents moments très importants de notre histoire récente de sa capacité à se rassembler encore majoritairement. Je ne dis pas à 100%, mais encore majoritairement, à la fois dans des moments heureux, on en a beaucoup parlé, c'est les fameux Jeux Olympiques par exemple, mais également dans les moments beaucoup plus douloureux et beaucoup plus sombres. Ce sont les attentats de 2015-2016 qui avaient été pensés par les stratèges de ceux qui avaient envoyé les commandos commettre les attentats en France, comme devant être une étape vers emmenant le pays vers un début de guerre civile, avec des tensions justement entre les îles, les différentes îles de l'archipel, pour reprendre cette image, et puis ensuite un cycle de représailles qui se serait enclenché. Et alors même que la France a été le pays qui a été le plus durement touché en Europe par les attentats, ce scénario de guerre civile n'est pas advenu. Donc on voit qu'il y a encore ces forces de rappel, même si il y a également ces facteurs de fragmentation. Et vous parliez de la politique. On voit aujourd'hui également dans le paysage électoral une illustration de cette fragmentation. Voilà, une des thèses que je défends, c'est que la décomposition, recomposition du paysage politique n'est qu'une mise en conformité tardive du paysage électoral avec la réalité profonde du pays. On était organisé sur un bon vieux match gauche-droite, mais qui ne correspondait plus à l'état profond du pays, et quelque part tout ça a été mis en cohérence, en tout cas en cohérence ces dernières années, sans que la clarté du paysage politique y gagne fortement, forcément. Joseph Massescaron, une question à Jérôme Fourquet. Oui, vous avez dit donc en effet très justement qu'on était organisé avant sur un match gauche-droite. C'était la doxa qu'on apprenait à Sciences Po quand on y passait. Mais cette doxa était évidemment tirée des institutions qu'on avait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, vraiment dans votre fort intérieur, que les institutions françaises de la 5e ne sont pas totalement à bout de souffle? Jérôme Fourquet. Alors,
peut-être on peut inverser le raisonnement que vous avez proposé en disant que nos institutions, notamment nos modes de scrutin, très importants, étaient calés sur un paysage politique qui était binaire. C'est pour ça qu'on avait des élections à 2 tours, qui permettaient une espèce de primaire, comme on dirait aux États-Unis, au premier tour à droite et à gauche, et puis au deuxième tour, chaque camp, bloc contre bloc, se rassemblait. À partir du moment où on est dans une situation archipélisée, à minima avec 3 grands pôles, je dis bien à minima, hein, le bloc central, et on voit qu'il est très gazeux aujourd'hui, la gauche est aussi divisée, puis le Rassemblement national, on voit bien que nos institutions et nos modes de scrutin ne fonctionnent plus. Donc il faudrait changer le mode de scrutin. Alors, changer le mode de scrutin et où, mais souvent ça va ensemble, la culture politique. À la fois des électeurs, des militants, mais aussi des responsables politiques. Moi je suis convaincu qu'en leur fort intérieur, beaucoup de dirigeants politiques de premier plan considèrent que, à leur profit, la vieille mécanique va se remettre en marche, qu'on va sortir de ce cauchemar de 10 ans du macronisme, et que après la présidentielle, s'ils la gagnent, eh bien, ils auront, comme on apprenait à Sciences Po, une majorité à l'Assemblée nationale à leurs mains. Ben, pas sûr, vous. Rien n'est plus incertain que cela de mon point de vue, et c'est peut-être un élément qu'il faudrait prendre en compte. Cette synergie entre les modes de scrutin, les institutions et la culture politique s'exprimait parfaitement dans une phrase qui avait été prononcée par un député socialiste qui s'appelait André Léniel, pour ne pas le citer, en 1982. Vous avez tort, parce que... Voilà, et qui disait à un adversaire de droite qui s'offusquait que la gauche nationalise à tour de bras: chers collègues, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Et donc c'est ça, je pense, le fond de sauce de la culture politique française, qui est encore partagée par beaucoup de nos dirigeants, qui se disent on va gagner, et celui qui gagne rafle la mise, et ensuite, pendant toute la durée du mandat, il peut imposer sa vision des choses. On nous dit aujourd'hui, il faut, le président de la République le premier, il faut apprendre à faire des compromis, à négocier, mais on a été formaté collectivement dans une culture d'affrontement politique très violente, avec un mode de scrutin qui était très, très binaire. Et donc on nous prend comme exemple les Allemands, les Italiens, les Espagnols, qui sont tous, eux, formatés depuis des décennies maintenant dans un mode de scrutin parlementaire avec des majorités relatives. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses, parce que ça fait très longtemps en Allemagne, et c'est quasiment jamais arrivé depuis 1945, qu'une formation politique fasse 50% des voix à elle toute seule. Meloni, en Italie, arrive au pouvoir à la tête d'une coalition qui est minoritaire en voix. Et donc tout ça vous dit quoi ? Ça vous dit que vous allez être fatalement obligé, après le scrutin, de négocier avec certains de vos alliés ou de vos adversaires. En France, sous la 5e, avec notre mode de scrutin à 2 tours, on n'a pas du tout eu l'habitude de fonctionner avec ça, et je pense que c'est une habitude qu'il va falloir que nous prenions collectivement. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Le titre de votre livre, c'est Métamorphose française. Française, aux éditions du Seuil. Et effectivement, vous y décrivez toute cette mutation à l'œuvre dans notre pays. Et puis, je vous signale aussi la couverture de JD News. La révolte des oubliés, ça aussi, c'est un thème que vous évoquez souvent. Ces Français à bout qui veulent se faire entendre, policiers, agriculteurs, soignants, gilets jaunes. Ces oubliés, encore une fois, du progressisme que l'on célèbre dans la capitale. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Geoffroy Lejeune et Joseph Massescaron. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1 et Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes. À demain.